Pendant plus de 1000 ans, les peuples d'Europe n'ont cessé de se combattre. Rien qu'au XIXe et XXe siècle, les guerres napoléoniennes et les 2 guerres mondiales ont fait plus de 65 millions de morts. Après la Seconde Guerre mondiale, une poignée d'hommes s'est juré de briser ce cercle infernal de violence. Leur objectif ? Unir les peuples européens pour les rendre plus forts, solidaires et rendre la guerre impossible. 70 ans plus tard, 27 pays ont rejoint l'Union européenne, l'une des plus ambitieuses aventures humaines de l'histoire. Grâce à elle, nous vivons en paix, nous circulons et étudions où nous le souhaitons, nous achetons et vendons librement dans une même monnaie. Malgré les imperfections de notre jeune Union, les peuples d'Europe se pressent à ses portes pour la rejoindre. Dans cette aventure collective, un homme a joué les premiers rôles, c'est Jean Monnet. Peu connu du grand public, il a consacré sa vie à l'union entre les hommes et a été un moteur infatigable de l'unification européenne. Né à Cognac en 1888 dans une famille de négociants de Cognac, ce Charentais sans diplôme ni titre, qu'on surnomme volontiers le père de l'Europe, a infléchi le cours de l'histoire. Son secret ? Une vision. Il faut unir les hommes. Une grande idée ? L'Europe. Une détermination hors norme. Une méthode d'action redoutablement efficace. Mais au commencement, il y a comme souvent une jeunesse formatrice. À l'âge où la plupart des jeunes Français n'ont pas quitté leur village, Jean Monnet parcourt le monde. À 16 ans, bon élève mais n'ayant qu'un goût modéré pour les études, il décide de partir pour l'Angleterre sans même passer son baccalauréat. Là-bas, il apprend l'anglais et le métier de négociant de Cognac. Puis il traverse l'Atlantique pour poursuivre en Amérique son voyage initiatique. À 20 ans, le jeune Monnet prend conscience de l'immensité du monde et goûte à la modernité du nouveau continent. Plus jamais il ne pourra réfléchir autrement qu'à l'échelle du monde. À peine arrivé au Canada, il négocie sans trembler d'importants contrats pour la firme familiale. Rien ni personne ne semble intimider Jean Monnet. À juste 25 ans, lorsque la guerre de 14 éclate, il convainc le chef du gouvernement que Français et Anglais doivent coordonner leurs achats de blé et de matériel, et qu'il est l'homme de la situation. À la fin de la guerre, le trentenaire est nommé par Clémenceau directeur général adjoint de la Société des Nations. Déçu par l'inefficacité de la SDN, Jean Monnet se tourne vite vers les États-Unis. Les années folles battent leur plein. Pour Monnet, c'est là qu'il faut être. Il part pour San Francisco, où il devient un banquier important, avant que la crise de 29 ne le frappe de plein fouet. Il se relève et s'installe à Shanghai pour conseiller Chiang Kai-shek sur l'industrialisation du pays. Entre-temps, Jean Monnet a épousé à Moscou, dans des conditions rocambolesques, une jeune Italienne, Silvia. Elle sera toute sa vie sa compagne et sa confidente. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, Jean Monnet fait preuve d'une détermination sans faille pour atteindre ses objectifs, quitte à froisser l'ordre établi. Cette détermination, Jean Monnet a décidé de la mettre au service d'une vision, l'union entre les hommes. Il observe que l'union n'est pas naturelle aux hommes et encore moins aux nations. Et pourtant, c'est lorsqu'ils sont unis qu'ils demeurent en paix et qu'ils sont les plus forts. Créer les conditions de l'union et de la paix entre les hommes, c'est la mission que s'est donnée Monnet. En juin 1940, alors que la France est sur le point de tomber aux mains de l'ennemi, Jean Monnet suit sa conviction. Il fait à Churchill et de Gaulle une proposition d'une audace folle, une union totale entre la France et l'Angleterre pour poursuivre ensemble la lutte contre l'Allemagne nazie. Une seule nation, un seul drapeau, un seul peuple. Hélas, trop tard. Pétain a proposé l'armistice. La vision d'union de Jean Monnet n'en sort que renforcée. Elle le poursuivra toute sa vie. Pour Jean Monnet, réflexion et action doivent aller de pair lorsqu'on recherche le changement. Les idées non suivies d'action sont inutiles. S'il respecte les dirigeants politiques, Jean Monnet ne les croit pas capables de changer seul le cours des événements. Il faut bien comprendre ce qu'est la fonction d'un homme responsable. La fonction d'un homme responsable du gouvernement, c'est d'administrer les choses existantes. Si les gouvernements et les administrations étaient prêts à changer
ce serait qu'une révolution constante, un désordre perpétuel. Non. Pour les changements, il faut qu'ils viennent de l'extérieur des administrations existantes. Les solutions doivent venir d'ailleurs. Proposer aux dirigeants politiques des solutions d'avenir et les convaincre de les adopter. Ces solutions seront toujours le fruit d'une réflexion collective. Par le dialogue entre toutes les parties concernées, Jean Monnet fait émerger une vision commune. Lorsqu'il recommande à De Gaulle son plan de reconstruction en 1945, il met syndicats et partis politiques autour de la table, avec un objectif clair, reconstruire et moderniser, ensemble, une France dévastée et vétuste. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Les priorités sont établies, les actions sont concertées. Le plan Monnet est un succès, il contribue à faire redémarrer la France. « 1950. Jean Monnet peut maintenant voir plus loin. Imaginer des solutions au-delà des frontières de la France. Depuis la guerre, il est convaincu que les peuples européens doivent unir leur destin. Pour lui, le moment d'une action décisive est venu. La guerre froide fait rage entre l'Est et l'Ouest, et la paix en Europe est à nouveau menacée. Les pays européens, s'ils restent seuls, sont condamnés à être dominés par les États-Unis et l'Union soviétique. Unis, ils peuvent reprendre leur destin en main et préserver la paix. Jean Monnet veut lancer l'unification européenne par une action concrète. Créer un intérêt commun entre les pays. Son idée, mettre en commun le charbon et l'acier, français et allemand, et déléguer à une autorité commune le contrôle de ces ressources essentielles dans l'intérêt des deux pays. Le français Robert Schuman et l'allemand Konrad Adenauer donnent leur accord, suivi par 4 autres pays européens. Tous comprennent que ce que Jean Monnet propose, ce n'est pas une simple coopération industrielle entre la France et l'Allemagne, mais bien le commencement de l'unification européenne. Présidée par Jean Monnet, cette communauté européenne du charbon et de l'acier constitue le premier pas vers l'union de l'Europe. Notre communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. Avec la CECA, la graine européenne est plantée. Le rêve de Jean Monnet prend forme. Pendant 20 ans, l'infatigable visionnaire poursuit son action et s'occupe d'Europe. Son comité d'action pour les États-Unis d'Europe réunit syndicats et partis politiques de tous les pays de la communauté. Ensemble, ils travaillent sans relâche pour faire progresser l'unité européenne. Ils inspireront et soutiendront ainsi la création du marché commun, la communauté de l'énergie atomique ou encore l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Ils proposeront également l'union monétaire, une vision d'avenir qui ne verra le jour que 30 ans plus tard. Jean Monnet a consacré sa vie à une idée, l'union entre les hommes. Et il en a fait une réalité, l'Europe. Aujourd'hui, la nécessité d'union des peuples européens est toujours aussi forte. Seuls, ils sont encore plus petits et plus démunis qu'ils ne l'étaient après la guerre. Unis, ils peuvent être la formidable force de progrès et d'avenir dont le monde a besoin pour relever les grands défis du XXIe siècle.